Alors, il faudrait qu'on commence par l'histoire de l'atelier citoyen. Alors mais... moi, je voudrais parler de la préhistoire. Allez, vas-y. Avant de parler du démarrage, comme ils ne sont pas encore arrivés. Geneviève Le Bouteux. Je pense qu'il y a une petite préhistoire avec le CEDEPA. C'est-à-dire que le CEDEPA avait déjà lancé une étude avec CE Delft sur l'économie pour analyser le dossier économique du projet Notre-Dame-des-Landes. Et ça avait mis les pieds dans le plat pour montrer que l'étude officielle avait été quand même biaisée. Alors pour nous, ça nous avait mis le pied à l'étrier sur les études. Et en plus, on avait eu la joie, à cette occasion-là, de rencontrer Jean-Marie, qui est venu nous voir au CEDEPA en disant « mais c'est très intéressant, et moi je peux participer, etc. » Donc, tu avais déjà Jean-Marie Ravier, voilà, moi j'ai donc mis le pied à l'étrier grâce à Geneviève et Françoise, parce que les travaux qui ont été sous-traités aux Hollandais du CE Delft étaient en anglais. Donc moi je servais d'interprète grosso modo, et puis comme c'est un dossier qui me passionnait, après j'ai continué à m'en occuper, et notamment un élément important où j'ai eu beaucoup de chance, nos itinéraires se sont croisés avec Jacques Bankir, par le biais d'un courrier que j'avais vu dans une revue anglaise, enfin un truc complètement improbable, et j'avais trouvé le téléphone du gars en question. Jacques Bankir, c'est quand même un ancien grand patron d'Air France, qui nous a beaucoup aidé, qui a été très interviewé par Ouest France, qui nous a donné beaucoup de crédibilité au moment critique de 2017, et voilà. C'est un des premiers personnages de poids qui a dit officiellement qu'il considérait que c'était une sottise d'aller à Notre-Dame-des-Landes. Sottise totale, et voilà, on a eu de la chance à ce niveau-là. Et puis, avec le CEDEPA, on a été dans la suite de la commission du dialogue avec certaines études, et on a fait faire aussi une étude sur le bruit avec une autre société hollandaise, Adex Air Infra. Et à cette occasion, quand on rencontrait les gens à la préfecture pour travailler sur ces sujets-là, on a rencontré les pilotes. Et on a aussi travaillé de concert à partir de ce moment-là. Donc tout ça pour dire qu'il y avait des ramifications de personnes d'horizons différents qui ont commencé à travailler ensemble avant que démarre l'atelier citoyen. C'était un petit début. Voilà. Alors, puisque les deux architectes ne sont pas encore là, on les laissera s'exprimer sur l'idée qu'ils ont proposée. Et on peut peut-être commencer par la première réunion de l'atelier citoyen. Alors, qui est-ce qui veut en reparler? Réunion qui a eu lieu à la gare de l'État. À la gare de l'État, donc il y avait eu des affichages un peu partout. Et à ma grande surprise, il y avait quand même plus de 100 personnes qui se sont retrouvées à la gare de l'État. Et ça a été très bien mené cette réunion, parce que très vite, on s'est répartis par groupe sur un certain nombre de sujets. Et donc, moi j'ai eu la chance de faire la connaissance de Joanie Frémont, qui est juste à côté de moi. On a travaillé sur la piste. J'ai aussi rencontré lors de cette réunion Jean-Marie Cagresse, qui n'est pas là ce soir, et on a travaillé sur la finance. Enfin bref, ça a été une réunion de lancement formidable. Absolument. Parce qu'en une seule réunion, on s'est trouvé sur les rails. Ça a marché vraiment au quart de tour. Ouais, voilà. Et on peut peut-être préciser la date aussi. Vas-y. Je ne l'ai pas. Je sais plus. Moi non plus. Exactement 2014. Alors, fin 2014. Fin 2014. Décembre. Oui, voilà. Oui, c'était libre. Et donc on avait fait une petite publicité en disant, parce que le mot d'ordre c'était « On ne va pas parler de Notre-Dame-des-Landes, on va s'intéresser à Nantes-Atlantique ». Comment faire pour recrédibiliser l'idée de rester à Nantes-Atlantique? Et donc, effectivement, moi j'ai été la première surprise de voir arriver effectivement une centaine de personnes, des gens qu'on ne connaissait absolument pas, et qui sont venus et qui ensuite sont restés parce qu'il y a eu un travail remarquable pendant plusieurs mois. Et qui pour certains n'avaient pas forcément suivi la lutte aussi, qui venaient parce qu'ils avaient un intérêt, une curiosité, Absolument. et qui ont pu se forger aussi un avis sur le sujet. Oui. Bon, donc... Alors une petite anecdote dont je me souviens pour cette première réunion, parmi les 100 personnes, j'avais repéré la personne louche que je repérais à chaque manif et qui venait subrepticement nous dire à quel point on était renseignements. bien, tout ça. Voilà.
et que voilà, et j'ai vu qu'au moment de la constitution en atelier, ce monsieur avait disparu. Il a tangent. Qui avait conforté encore mes doutes sur lui. Voilà, donc on pense qu'on était suivis de près dans toutes nos activités. Yvan Fouquet, architecte, et donc en 2014, on est venu voir Françoise Verchères et d'autres membres anti-aéroport pour leur proposer de réfléchir sur l'aéroport existant. Donc il y avait déjà une réflexion qui était menée, mais ça on ne la connaissait pas encore. Et on s'est proposé comme architecte en fait, d'apporter notre savoir, entre guillemets, enfin de manière un peu prétentieuse peut-être, mais pour dire, mais l'aéroport existant en fait, il est déjà très grand. Autour, il y a beaucoup de place, et pourquoi pas le rénover, l'agrandir, plutôt que de construire un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Et donc Françoise nous a dit, ça tombe bien, parce que la DGAC vient de sortir une étude qui montre que construire un nouvel aéroport, ça coûte moins cher que de rénover l'aéroport existant. Donc allez-y, voilà l'étude, et essayez de démonter tout ça. Je crois que de mémoire, on s'est rencontrés la première fois au café de l'aéroport. C'est possible. Oui, absolument. Oui. C'était à l'aéroport, c'était quand même le lieu sorti directement. Voilà. Donc en réalité, on n'y connaissait pas grand-chose en termes d'aéroport, on peut le dire maintenant. Hein. Oui, il faut le dire. Mais bon, on a beaucoup appris. Moi, à l'époque, tous mes projets se sont arrêtés, les projets d'architecte se sont arrêtés, donc j'ai eu beaucoup de temps. J'ai eu 4 mois de libre quasiment pour lire et relire, analyser cette étude. Et puis sortir ce petit rapport avec Franco et avec d'autres architectes aussi, puis la relecture de Françoise et tout le collectif du CDPA qui était déjà là. Et parmi les erreurs un peu grossières et les plus caractéristiques du fameux rapport de la DGAC qui montrait que l'aéroport existant était moins viable à rénover qu'un nouvel aéroport, on s'était rendu compte que dans le chiffrage qu'avait fait la DGAC pour rénover l'aéroport existant, globalement il démolissait tout, il reconstruisait tout, et il reconstruisait à des prix qui étaient énormément gonflés, dont un chenil pour 3 chiens, pour 600 000 € le chenil. Ouais. Voilà, donc ça a été un grand moment. tout était en prix TTC, alors qu'à Notre-Dame on parlait en hors taxe. Enfin, bon, il y avait pas mal de choses qui étaient gonflées et qui permettaient d'induire le public en erreur pour leur dire, regardez, il vaut mieux construire un nouvel aéroport que de rénover cet aéroport existant. Ça, c'était la première étape Tout à fait. de notre rencontre. Et donc, par exemple, alors, le chenil, c'est effectivement, moi j'avais déjà oublié le chenil, mais il nous a bien servi. Ça a été d'ailleurs une des premières fois où le Canard enchaîné s'est intéressé à notre affaire, parce que ça, c'est typiquement le détail croustillant qu'aime le Canard enchaîné. On verra après le Canard enchaîné sur le permis de construire. Et le chenil a été effectivement un grand moment de joie, la découverte du prix du chenil. 600 000 € Oui. pour 70 mètres carrés, plus un peu de grillage. Oui, Oui, donc Franco Fédélé, architecte, le deuxième. Voilà. Et donc de là, l'atelier citoyen. donc là, on a raconté, mais peut-être vous en avez aussi la mémoire, il faudrait le dire, la première réunion de l'atelier citoyen où on a dit qu'on était une centaine de personnes. Ouais. Et l'idée de lancer un atelier citoyen aussi, c'est vous qui avez eu cette idée. Oui, alors entre les deux, donc entre cette étude et l'atelier citoyen, en fait, il y a eu quelques mois se sont passés, et nous on s'est rendu compte en fait en faisant cette étude qu'on avait quand même quelques limites en termes d'aéroport, et globalement que les gens nous disaient, bon, effectivement le problème c'est pas l'aérogare, c'est pas tant les infrastructures que le bruit des avions, l'orientation de la piste, etc. Et on savait qu'il y avait déjà des pilotes, voilà, qui sont là, qui avaient travaillé sur cette étude, et globalement on savait qu'il y avait déjà pas mal de gens qui s'étaient penchés sur cet aéroport existant, et l'idée ça a été vraiment d'ouvrir, de faire un appel en fait aux compétences multiples pour dire, voilà, on est des experts citoyens, on peut montrer qu'il est possible de viabiliser, de rénover cet aéroport existant, de répondre à tous les problèmes que cet aéroport pose, mais avec une expertise citoyenne, parce que finalement, les experts qui sont envoyés par la DGAC sont pas, mentent, apportent des fausses informations, et on peut clairement démonter toutes ces informations. Et donc c'est là où j'ai appelé, avec Françoise,
avec toutes les personnes qui étaient déjà présentes. On a fait des appels dans la presse, on a essayé de monter ça, et on a fait cette première réunion, c'est en octobre On disait fin d'année, oui. en fin d'année, ouais, c'était vers octobre Et 2014. Ouais. Donc il y avait, je ne sais pas si vous avez précisé avec le rapport de la DGAC là, de 2013, la petite anecdote qui vous était arrivée, on s'était rencontrés, donc avec la halle 4, je crois, de l'aéroport de Bordeaux, où le sous-préfet, vous avez bien spécifié que de toute façon on ne pouvait pas l'apporter, enfin, qui coûtait de mémoire 4 millions d'euros, qui n'était pas très cher, parce que c'était vraiment une structure légère en acier, bardé, et qu'on pourrait faire ça à Nantes, et que vous ne compreniez pas que ça coûte 1 million pour faire ça, non, faire ça à Nantes, et que ça coûte 4 millions à Bordeaux. Et là, le sous-préfet, je ne sais plus son nom, mais vous avez très clairement dit, c'est parce qu'il n'y a pas de toilette. Oui, ah oui. C'est pas le sous-préfet, c'est M. Schwartz, le directeur lui-même de C'était la le DGAC. numéro 2 de la DGAC. Voilà, et alors c'était drôle, c'est qu'on avait le plan, moi j'avais le plan de Bordeaux sur mon ordinateur, et j'ai réussi à connecter mon ordinateur sur le système de projecteur de la salle, et on voyait en plein sur l'écran le plan de Bordeaux, Avec les toilettes. avec les toilettes en plein milieu. Et alors avec la petite visionneuse lumineuse, là, je tournais autour des toilettes et il disait non, il n'y a pas de toilette. Les gens sont assis par terre, il n'y a pas de toilette, c'est vraiment très frustre. Ça, c'était un des nombreux mensonges de effectivement la Direction Générale de l'Aviation Civile, on en reparlera. Contredit en temps réel. Juste introduit ça parce que, en fin de compte, nous, donc, on est intervenu à votre demande sur ce rapport-là, parce que, bon, intuitivement, on voyait bien que c'était quelque chose qui était grossier, mais vous ne pouviez pas l'argumenter suffisamment. Donc on a construit une argumentation avec ce rapport. Mais c'était pas suffisant encore, parce que, comme l'a dit Yvan Fouquet, on n'est pas crédible, parce qu'on n'a pas fait d'aéroport, on n'a pas fait de projet de cette envergure. Donc, voilà. Et donc il nous fallait encore une expertise. Donc il y avait l'atelier citoyen avait aussi un autre but, c'était de diffuser dans la population, des grands mots, mais diffuser à la population justement cet aspect technique qui avait été travaillé par ailleurs. Et j'ai tendance à dire que l'atelier citoyen c'était aussi un peu le marketing de la com pour l'aéroport de Nantes-Atlantique. Et j'y tiens parce que nous, notre slogan c'était pour le maintien de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Et je me faisais une joie d'aller sur la ZAD et de dire que j'étais pour l'aéroport de Nantes-Atlantique. Souvent j'avais des réactions. Et c'est important. Et aussi, cette position-là, elle était que je tenais contre vent et marée, même avec ridicule, parfois me fait souligner Françoise, parce que ça voulait dire aussi qu'on n'était pas des opposants. C'est-à-dire que l'intérêt, c'était de sortir, d'être opposant à l'aéroport. Et là, on ne l'était plus, puisqu'on était pour l'aéroport. Et on a bien réussi à retourner ça en fait, parce que du coup les pro-aéroports sont devenus des anti-aéroports existants. À la fin c'était ça, ils ne voulaient pas de l'aéroport existant. Et alors que avant, enfin au moment où on a monté l'atelier citoyen, mais bon à Nantes on savait qu'il y avait déjà un aéroport, mais globalement dans le reste de la France, moi je suis à Paris. À Paris, on ne savait pas qu'il y avait déjà un aéroport à Nantes. J'en discutais avec un ami à cette époque-là, et il me dit mais quoi, il y a déjà un aéroport à Nantes? Il disait, mais je ne comprenais pas pourquoi les Nantais ne voulaient pas d'aéroport, mais en fait, il y en a déjà. Oui, tout à fait. Est-ce que je voulais juste faire un petit préalable, je suis désolé, parce que j'ai le temps de récupérer un petit peu de la longue marche. En préalable, j'y tiens, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important. Enfin, il y a deux points préalables. Celui-ci, ça concerne l'aéroport. Donc, il faut savoir que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a été effectivement déclenché. Le projet date des années 60, mais il a été vraiment déclenché donc, par Madame Dominique Voynet, ministre des Transports du gouvernement Jospin, signé en 2000. Voilà. Et je tiens à dire aussi qu'on a pu sortir de cet aéroport, parce que c'est le sujet, grâce à M. Nicolas Sarkozy, qui a fait le Grenelle de l'environnement avec Jean-Louis Borloo, et c'est quand même Alain Juppé qui était ministre de l'écologie à l'époque, en 2007. Et donc, dans le Grenelle de l'environnement, il a été dit qu'on ne construisait plus d'aéroports
nouvel aéroport en France. Donc il y en avait 153, 158, je ne sais jamais. Et ça, c'est grâce à Nicolas Sarkozy, il faut quand même noter, donc de droite. On ne notera pas l'opération César qui l'a fait, mais bon. Ah non, c'est pas pas Sarkozy. Voilà, et ça parle vraiment de tout. Voilà, et donc, donc il y avait, en fin de compte, il y avait 2 aéroports et un futur. Donc il y avait l'aéroport de Nantes-Atlantique, l'aéroport de Saint-Nazaire, qui est utilisé uniquement, je pense, par Airbus, et le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et là, ils se sont trouvés coincés dans leur communication. Et quand on a creusé cette question-là, parce que donc on devait, après le Grenelle de l'environnement, on devait transférer l'aéroport. Transfert. Et le problème, c'est qu'on ne pouvait pas transférer dans le projet qui a été déposé par Vinci, et donc Jacques Fervier, l'architecte. Il n'y avait pas de transfert total de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Il y aurait toujours eu la partie Airbus, la partie aussi marchandises fret, et la partie Aéroclub. Aéroclub, non, l'aéroport d'affaires. L'aéroport d'affaires. L'aéroport d'affaires. Et donc il transférait que la partie commerciale, en fin de compte. Et encore pas forcément. C'est pas tout à fait exact, excuse-moi Franco, parce que précisément, ça a été un de mes combats de faire dire si on gardait quelque chose à Bouguenais ou pas en cas de transfert. Donc c'était, justement, il y avait un grand flou. Ah non, je ne le disais pas. C'était ambigu. Non, il y avait un grand flou. C'est après coup, hein. On est bien d'accord. Ah oui, non, parce qu'au démarrage, enfin, non, pendant toute la partie portage du dossier, c'était le transfert total. On est en 2023, et là je remercie maintenant, à l'époque je ne pensais même pas à ça, ce que je dis. Oui, non, mais c'est pour la clarté des choses, parce que précisément, c'était l'idée. Tout le jeu a été de dire, démontrer que. Oui, c'était. Le jeu, c'était surtout d'ailleurs de démontrer que tout ce qui était raconté était faux. Hein, c'est surtout ça. Alors, si on revient, parce qu'il faut quand même qu'on revienne à notre première réunion. Donc, la première réunion, on a dit plus de 100 personnes. On se répartit en groupes et immédiatement, il y a des thèmes qui apparaissent. Hein, et donc, les thèmes, finalement, ils ont tous abouti à ces fameux cahiers qui ont été rédigés. Donc, si on les reprend, hein, et puis après, chacun dira peut-être les souvenirs qu'il a sur chacun. Donc, il y a économie et emploi, parce qu'un des arguments, c'était le nouvel aéroport va créer de l'emploi. Donc, c'était le leitmotiv repris par tout le monde. Les transports en commun, parce que le handicap de l'aéroport actuel, qui n'est toujours pas résolu d'ailleurs, hein, c'est quand même la desserte en transport en commun direct et performant. L'aérogare, puisqu'on nous a expliqué que l'aérogare ne pouvait pas fonctionner parce qu'elle était trop petite, etc., qu'on ne pouvait rien faire puisqu'il n'y avait pas de terrain. Les finances, tu en reparleras Jean-Marie. L'urbanisme, là c'est la vision plus générale que vous avez portée sur l'ensemble. La question fondamentale du bruit, où nous avons tous été obligés d'apprendre ce qu'était un moteur d'avion, grâce à Jean-Marie, grâce aux pilotes, et Geneviève et moi qui n'étions quand même pas du tout là-dessus, hein. On a souffert. Hein. La piste, ça Joanie tu vas en parler je pense, la piste de Bouguenais, ce qu'on nous a appris, la DGAC nous a dit que cette piste elle était épouvantable, pourrie, que voilà, il n'y avait rien à en faire, qu'on ne pouvait pas rester. Et il me manque les trajectoires, je ne peux pas me montrer parce que je ne sais pas, les trajectoires où les pilotes ont été précieux. Et ensuite un contrôleur aérien qui s'est rajouté après une de nos nombreuses réunions publiques. Et donc, chacun de ces groupes de travail, avec à chaque fois, il y avait entre 5 et 10, 12 personnes, hein, facilement, ont travaillé un bon moment pour aboutir à ces cahiers qui ont été donc unifiés. Avec un beau travail de mise en page. Voilà. Mais ce qui est plus fort, c'est que ça a été assez vite quand même, parce qu'on les a publiés même pas un an après. C'est juillet 2015. Juillet 2015. Ça veut dire on a travaillé à toute vitesse. Même pas, ouais. Et je ne me rappelle plus comment on a eu l'argent de publication. Je pense que c'était la CIPA. Hein. Il y a eu la CIPA. Je me À souviens de CIPA. mémoire, il y a eu une contribution. Il y a eu une contribution à CIPA. Parce que la CIPA avait aucun contribution du sénateur écolo. Oui. Ah, on a eu la contribution de Ronan Dantec. C'est ça. Ouais.
Mais malgré tout, la finance n'était pas épaisse et on n'en a pas tiré beaucoup, ce qui fait que c'est des objets de collection. Hein. Tout à fait, ce sont des objets de collection. Juste une précision quand même sur l'atelier citoyen, ce qui était très beau, en tout cas dans le premier, c'est qu'il y a des personnes, ce qui a créé cette richesse-là, et qui a continué à vivre aussi, c'est qu'il y a des personnes de tous bords, politiques, syndicales, enfin vraiment des gens qui ne pouvaient pas forcément travailler ensemble, qui ont travaillé, qui sont venus voir. Bon, tout le monde n'est pas resté, mais qui ont proposé des choses. Par exemple, pour l'emploi, c'était le syndicaliste, alors, qui était très compliqué chez elle, parce que dans son syndicat, les avis étaient très partagés, et donc qui est quand même venu présenter les choses et apporter les informations qu'elle pouvait avoir par ses liens avec le monde du travail. Par exemple. Oui, en fait, c'est vrai que c'était la bonne découverte. Enfin, donc on a rassemblé ces 120 personnes. Déjà, c'était bien de voir tout ce monde ce soir-là. Et bon, il y avait quand même des thèmes qu'on avait préparés, enfin la trajectoire, des choses comme ça c'était des thèmes un peu préparés avant. Mais effectivement, économie emploi, c'est ces syndicalistes qui nous ont dit, bah, nous, ça c'est un sujet qui nous intéresse, l'emploi. Et ils ont fait toute une enquête après sur les emplois qu'il y avait autour de l'aéroport. Mais je crois que c'était un petit peu aussi le cas des pilotes, hein, il me semble. Bon, les pilotes, on les a vous travailliez derrière, vous ne travailliez pas devant. Non, mais il y avait tellement d'arguments faciles à démonter sur ce projet de Notre-Dame-des-Landes, et c'était surtout sur le Nantes Atlantique qu'on nous annonçait que c'était un des aéroports les plus dangereux, que les pilotes déballastaient, autant dire, donc larguaient leur carburant, leur kérosène au-dessus de la ville de Nantes avant d'atterrir. Il y avait des arguments improbables qui nous ont fait sortir de notre silence et notre réserve bien ordinaire, et pour se dire, non, on va leur expliquer comment ça fonctionne. Et l'expertise technique permettait aussi d'être, je pense, un ciment à un moment donné fédérateur entre les différentes thématiques. On arrivait avec des arguments très lourds, je pense très lourds. Ça avait été occulté, hein, l'aspect technique, pendant très longtemps. Il y avait un tas de philosophies qui ont fédéré ce mouvement d'ateliers citoyens. Mais nous, on était très contents de mettre les pieds dans le plat. Puis en plus, on avait réuni des lourds. Jacques Banquier, maintenant, on avait approché maintes et maintes fois avant qu'il sorte du bois. C'est le monsieur qui a quand même créé Roissy, tant qu'il savait de quoi il parlait. Et puis le projet qui était présenté initialement sur Notre-Dame-des-Landes, des pistes non parallèles, des schémas qui n'existaient plus depuis 20 ou 30 ans. C'était facile donc d'oublier ça. La piste qui était soi-disant inexploitable à Nantes, puisqu'elle a été tordue, il y avait un trou puis une bosse. C'était fantastique, quoi, tout ce qui était les mauvaises langues et les mauvais arguments autour de ces projets. Celui qui allait être abandonné, on espérait à l'époque. Et puis Nantes, c'est vrai que moi j'ai grandi sur cet aérodrome, ce camp d'aviation, donc c'était trop facile de parler d'une chose que je connaissais, que nous connaissions. On avait rassemblé du monde en pilote, beaucoup de monde. Oui. Alors, je vais lire ce qui est au dos de chaque cahier, parce que je pense que c'est important. Nous tenons à remercier les citoyennes et citoyens ayant participé à l'atelier d'une façon ou d'une autre. Leur motivation, connaissance et détermination ont été fondamentales dans ce projet. Je crois que ça dit effectivement bien la spécificité de ce travail. Alors, ceux qui ont travaillé particulièrement, Joanie, peut-être un petit mot sur la piste, et puis même pourquoi tu es venu là. Je ne sais pas comment je suis venu, parce que peut-être une information, je sais pas comment. Vous étiez là le premier soir. Premier soir. Oui, j'étais là le premier soir, je sais bien, on informé. On avait passé des annonces dans l'Ouest France. Oui, j'ai vu ça, je connaissais bien la piste. Il faut dire pourquoi, pour la mémoire. Joanie Frémont, donc j'ai travaillé, j'étais dans les travaux publics, là, donc nous enrouver, donc cette piste je la connais bien parce que je l'ai agrandie, je l'ai surfacée, on a refait des parkings, je vous disais, en 98 pour la Coupe du Monde. Je l'avais rallongé dans les années fin 70 de 800 mètres sur Saint-Aignan. Et de temps en temps, on surfaçait la piste, on faisait ça en été, on m'a dit, la nuit. Et donc, on mettait des couches, donc cette piste était un peu plus costaud, et puis surtout, il y a une partie qui était sur une ancienne dalle de béton qui datait des... Voilà, c'est là que l'information de Joanie était précieuse, parce que la dalle de béton, c'est des Allemands qui l'avaient faite, Deutsche Qualität, avec des trucs en acier gros comme ça, etc. 80 mètres de large,
Donc, et l'expérience de Joanie, qui a arpenté quand même la piste dans tous les sens pendant 30 ans facile, c'est que ça n'avait pas bougé d'un millimètre. Quoi, hein. La Deutsche Qualität, là, elle était costaude. Et en face de ça, la DGAC nous disait, il y a un CBR de 4. Alors CBR, je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais grosso modo, c'est un terrain pourri, c'est la piste, on met le pied dessus, elle s'enfonce, quoi. Donc voilà, on a quand même fortement contesté ça. Et ça nous a beaucoup servi après, parce que le dossier piste a servi quand il y a eu en 2017 le débat contradictoire. La médiation, voilà, on va en parler après. Et les médiateurs ont demandé une auscultation de la piste pour vérifier que ce que disait l'atelier citoyen, ce n'était pas des bêtises. Et l'auscultation, effectivement, a conforté ce que Joanie nous avait toujours dit, que la piste a été en parfait état. Et qu'il n'y avait aucune raison de tout casser, de tout refaire et de claquer 400 millions d'euros pour refaire une piste. Voilà, et ça a été quand même un élément majeur dans... Tout à fait. Et parce que ce qu'on nous expliquait à l'époque, c'était que le sol à Bougnay était pire que celui de Notre-Dame-des-Landes, zone humide. Hein. C'était quand même... On avait un peu de mal à le croire, mais il a fallu prouver que c'était des mensonges. Ok, sur la piste, est-ce qu'il y a des anecdotes particulières sur nos travaux ou pas? Alors, sur la piste, quand même. Il n'y avait pas que Joanie, il y avait aussi un couple, je ne me rappelle plus leur nom, de gens très sympas, des écolos. Et alors, pour vous dire un peu l'ambiance dans laquelle on travaillait, Joanie et moi, on parlait, oui, de la dureté, le machin, le truc, c'est costaud, il y a des bosses, et machin, le truc. Et eux, est-ce que vous voulez pas prendre un petit peu de liqueur, de machin? Je vois qu'il y a eu des groupes de travail. C'était très convivial, mais n'empêche qu'on a été super vite. Et je pense qu'on a été le premier groupe à présenter nos conclusions. Au bout de 3 mois, on avait déjà notre conclusion ficelée. Qui n'ont jamais été retoqués. Hein, jamais personne n'a rien dit. Jamais trompé sur le sauf lors de la médiation, effectivement, où il y a eu quand même un débat contradictoire un peu tendu. Ah oui, parce que la DGAC a ressorti ces vieux trucs. Pour les finances, on était d'accord non, mais on va peut-être reparler de la médiation, parce que c'est vraiment un moment particulier de l'atelier citoyen. Disons que pour cahier piste, il y avait une question qui se posait, c'est que pour affirmer qu'il y avait un CRB de 14, CBR de 4, il fallait qu'il y ait des documents qui aient fait, et des études de fait. Et donc on avait demandé à plusieurs reprises, il me semble, la DGAC, et puis on avait essayé de voir à l'aéroport s'ils possédaient ce type de documents sur la piste, parce qu'on peut pas travailler. L'aéroport, c'est une entreprise, me semble-t-il, sérieuse, et donc on doit avoir quand même des documents de travail. Et on n'a jamais pu en avoir. Là où on savait que c'était totalement faux, c'est que la piste, elle a quand même des bosses, hein, on peut rien dire, puis il y a des creux. Et les bosses, s'il y a des bosses, c'est parce que le terrain est extrêmement dur. Et donc le CBR de 4, c'est un terrain mou, donc c'était incohérent. Il aurait fallu que sur les 3 km de la piste, il y ait des zones à 25 et des zones à 4. Ça, on aurait compris. Mais là, tout à 4, c'était rigoureusement pas possible. Okay. Est-ce qu'on peut se dire quand même qu'on ne va pas raconter tous les arguments pour démonter Notre-Dame-des-Landes, parce que je pense qu'on va y passer la nuit. Alors il faut qu'on soit un peu plus concis, parce que ceux qui veulent savoir liront les documents. Ils sont toujours en ligne. Voilà, ils sont toujours en ligne, ils sont en papier, voilà, parce que sinon on ne va pas y arriver. Moi, ce que je peux dire pour conclure, que c'était un travail considérable. Vraiment énorme qu'on a fourni et de bonnes factures. Enfin, vraiment, on n'a pas honte du tout quand on les reprend, nos documents, quand on les relit. Geneviève, est-ce qu'on a été réfuté? Est-ce que on n'a pas été réfuté. On n'a jamais été réfuté sur quoi que ce soit. Ça, moi, pour moi, ça a été... Qui me réfute, que moi je voyais le truc et j'avais peur qu'il trouve quelque chose. Un enseignement, un enseignement très important, qui fait partie de l'enseignement global de la lutte de Notre-Dame-des-Landes, c'est la richesse de l'intelligence collective, les compétences extérieures. Le travail en commun. Je suis très impressionnée. Et la rigueur de l'audition qu'on a eu aussi après derrière. Alors, il y a eu vraiment... Vas-y. Sur la question du bruit, parce que là, Geneviève a beaucoup travaillé sur cette question du bruit, et en fait on n'a pas été réfuté aussi. Une des raisons pour lesquelles on n'a pas été réfuté, c'est que notamment l'argument sur le bruit, c'est globalement les arguments qu'utilisent tous les aéroports en France, notamment à Orly et Roissy, qui disent le bruit diminue, les avions sont de plus en plus silencieux, il y a de plus en plus de gens dans les avions, donc il y a moins d'avions, etc.
Et ça c'est l'argument que tous les aéroports ont, sauf à Nantes. Sauf à Nantes. Sauf à Nantes. Et bon, c'est l'argument qu'on a repris. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, lorsque la mission de médiation proposée par le président de la République, Macron, donc se met en place, elle demande à l'atelier citoyen de venir discuter pour la première fois de manière contradictoire avec la Direction générale de l'aviation civile. Car jusqu'alors, nous n'avions eu que des réunions, notamment quand on a présenté le PEB qu'on avait fait faire par le bureau hollandais. On nous a écoutés, puis on nous a dit « bah non, mais vous avez tort ». Mais il n'y a pas eu de débat. Et ce n'est qu'au moment de la mission de médiation qu'on a enfin pu discuter de manière contradictoire avec la DGAC. Et la mission de médiation a bien insisté sur le fait qu'elle nous auditionnait, nous, ateliers citoyens, parce qu'il y avait eu cette production argumentaire. Mais juste avant, pardon, justement, enfin dans l'ordre chronologique des choses, nous on avait produit cet argumentaire donc en 2015 à peu près. Oui. Quelques mois après, il y a eu la fameuse votation, enfin consultation où justement tous les partis ont été, donc la CICA a été auditionnée, tout le monde a été auditionné, sauf l'atelier citoyen. Et c'était, enfin, probablement volontairement, on a été écartés. Et ils ont sorti un document qui était mensonger, enfin qui reprenait tous les mensonges possibles. On a déconstruit, enfin on a publié des choses en disant mais tout ça, ce sont des mensonges à l'époque. Mais la médiation, c'est encore un autre. Non, mais je pense que c'est important de dire, effectivement, donc la médiation ne voulait pas refaire cette erreur aussi, de dire, enfin là, il y a un travail qui a été fait. Et le président de la médiation, enfin, je ne sais pas s'il n'y avait pas un président, en tout cas un des membres éminents de la médiation, a été régulièrement interpellé par les pro-aéroports Notre-Dame-des-Landes en disant « mais pourquoi est-ce que vous recevez encore l'atelier citoyen ?» Et il a dit « parce que c'est le seul groupe qui a produit un document argumenté sur lequel on doit effectivement avoir un avis. » Et c'est pour ça qu'on a eu un nombre de réunions improbables avec la mission de médiation dont on va reparler. Dans les anecdotes, parce que l'idée c'est d'avoir quand même des anecdotes, je voudrais aussi qu'on reparle d'un épisode qui m'a vraiment beaucoup marqué, qui est un épisode drôle. Est arrivé, nous avons usé beaucoup de préfets et de sous-préfets, ils nous ont usé aussi, et donc est arrivé à Nantes le préfet Henri-Michel Comet, qui venait directement de Toulouse. Or, Toulouse avait connu son heure aussi de « on va peut-être se faire un nouvel aéroport ». Et à Toulouse, après la levée de boucliers des uns et des autres, le préfet Henri-Michel Comet a signé un courrier expliquant pourquoi il n'y aurait pas un nouvel aéroport à Toulouse, parce que le bruit des avions diminuait, parce qu'on pouvait moderniser, parce que le transport en commun allait arriver, etc. Et donc nous, on se dit oh, « génial !» Le préfet de Toulouse arrive ici, on demande un rendez-vous, il nous l'accorde, et donc il est là, c'est un dandy, hein, c'est un monsieur extrêmement classe, très bien habillé, très bien coiffé. Il arrive là, il a à ses côtés le secrétaire général, enfin chargé du dossier, monsieur de Ribou, charmant aussi, hein, très gentil, tout ça, et on est plusieurs, dont Thierry était là, je pense, Geneviève là, et un autre pilote qui n'est pas là ce soir, mais qui se souvient bien de l'affaire, Hervé Thébault. Et donc, nous faisons une petite présentation rapide et nous disons à monsieur le préfet, on est très content que vous soyez là parce que vous avez signé la lettre disant qu'il n'y aurait pas d'aéroport à Toulouse. Il me regarde droit dans les yeux, il me dit « Madame, je ne me suis jamais occupée de l'aéroport de Toulouse. » Je sors la lettre. Je dis « Mais c'est bien vous qui avez signé. »« Madame, je vous répète, il ne regarde pas la lettre, je vous répète que je ne me suis jamais occupée de l'aéroport de Toulouse. » Le rendez-vous est clos, hein, on avait... Donc on se lève, quand même assez furieux, déconfit, tout ce qu'on veut, et on remonte la rue, comment elle s'appelle, cette rue devant la préfecture, la rue du Roi Albert, accompagné par monsieur de Ribou qui voilà, faisait le service après-vente, gentil, et j'entends Hervé Thébault dire à de Ribou « Est-ce que vous avez l'adresse du coiffeur de monsieur le préfet parce qu'il est très très bien coiffé ?» Je me dis « C'est quand même... » C'était hallucinant, et ça c'est quand même caractéristique d'Hervé, qui nous l'a fait à plusieurs reprises, hein, ce genre de choses, capable de parler, alors que moi j'étais dans une colère noire, par exemple,
parce qu'il nous avait menti, la DGAC. Et Hervé, allez, on va prendre un verre, et puis il continuait l'argumentaire comme si de rien n'était. Mais l'épisode de l'adresse du coiffeur de Henri-Michel Comet, franchement, c'est dans les annales. Hein. Pour moi, ça reste... C'était dans les mêmes temps qu'au tout départ de l'atelier. Parce que le prêcher Comet est arrivé un peu dans cette même période. Sans doute. Hein, où on était dans une production assez dense et on pouvait lui apporter des choses. Et oui, mais là, il ne s'était jamais occupé de l'aéroport de Toulouse. Ce qui est quand même un des mensonges les plus éclatants que j'ai jamais entendu, moi, dans ma vie publique. Droit dans les yeux. Hein. Cahuzac ne m'a pas étonné, finalement. Droit dans les yeux, je vous le dis. En parlant de mensonges, quand on a produit ces cahiers, on a fait un peu de lobbying aussi, on allait voir les députés, enfin, vous aviez réussi à aller voir, à prendre des rendez-vous auprès des députés, dont un député qui nous a clairement dit, globalement, enfin on a démontré les mensonges de la DGAC, il nous a dit ce ne sera pas une des premières contre-vérités que la DGAC peut avancer. En gros, la DGAC était assez habituée à mentir dans tous les aéroports. Tu parles de ça aussi. Et puis ça c'est au moment justement enfin c'est avant la médiation, c'est au moment de la consultation où petit supplément donc, à ces cahiers d'ateliers citoyens, l'idée c'était de recenser tous les mensonges de la DGAC depuis, avec donc ce dossier noir de la DGAC, tous les mensonges de la DGAC depuis le tout début, donc avec pas mal de travail qui avait quand même été fait par vous sur les questions d'emport, etc., de tout mettre en page, de tout expliquer, et puis d'envoyer ça au public. Bon, c'est quand même assez technique, donc je ne suis pas sûr que le grand public ait tout compris, mais la DGAC, ça ne leur a pas plu du tout. Quand on les a vus pendant la médiation, globalement... Pas très content. Oui, mais d'un autre côté, ils n'ont jamais pu contester le contenu. Hein. Alors, sur le chenil à 600 000 €, le premier jour de la médiation, quand on les a eu en face de nous, enfin en aparté, ils m'ont dit si, des chenils, nous on a fait aussi cher que ça, à Roissy pour 25 chiens. 25 chiens avec la clim, c'est ça. Il y avait le bureau du gardien quand même. Mais alors, deuxième article intéressant et qui a été pour nous un truc chouette, c'était l'article du Canard enchaîné sur l'aéroport prévu. Juste avant l'atelier citoyen, en fait. Ça faisait partie, c'était un peu dans la continuité de la première étude. Dans cette première étude, en fait, moi je cherchais les plans de Notre-Dame-des-Landes et globalement on les avait pas. Enfin, on avait les plans d'aéroports existants, etc. Mais on ne réussissait pas à avoir les plans de Notre-Dame-des-Landes pour pouvoir les comparer avec les plans d'aéroports existants. Et finalement, donc, après avoir sorti cette étude, on réussit à les obtenir, voilà, de manière mystérieuse, et on réussit à les obtenir et à comparer. Et moi je compare les surfaces, je compare tout, j'analyse, etc., comme j'avais fait déjà avec la première étude, et je me rends compte que il manquait des mètres carrés, quoi. En gros, tout était plus petit, les postes d'embarcation, tout était plus petit, sauf le centre commercial qui lui était largement plus grand à Notre-Dame-des-Landes que l'aéroport existant, mais sinon tout le reste était plus petit. Et j'en parle à un ami journaliste à Paris, il me dit mais quoi? Mais c'est pas possible. Enfin, en gros, ils essaient de nous vendre cet aéroport comme pour agrandir l'aéroport existant, et le projet d'aéroport est plus petit. Et là, donc effectivement, on prend contact avec... on voit que c'est un truc un peu scandaleux, compréhensible par tout le monde. On prend contact avec le Canard enchaîné, ça les intéresse, ils vérifient, etc., ils enquêtent un peu. Et ils vérifient même très sérieusement, en fait. Derrière, c'est 2-3 semaines entre le moment où on leur a donné cette information et la vérification, et finalement ils ont sorti l'article qui a fait pas mal de bruit. Qui a fait du bruit. Le nouvel aéroport, oui, non, il a déplu, alors là, c'est vraiment... Le nouvel aéroport Tourikiki, c'est ça? Ils étaient, non, le nouvel aéroport serait plus petit que... Tourikiki. Donc ça, c'était bien. Alors, est-ce qu'on parle de la médiation? Oui, on parle de la médiation. Juste pour informer. Donc les cahiers, à chaque fois qu'on sortait un cahier, on faisait une présentation publique. Parce qu'en fait, compte l'atelier citoyen, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, avait plusieurs objets. Donc avoir une com unie, la présenter, travailler les aspects techniques, mais aussi diffuser dans le public les conclusions, enfin les propos. Et donc on testait les cahiers aussi de manière, donc on faisait une réunion publique à chaque sortie du cahier. Tous les mois. Tous les mois, on s'était donné à peu près le rythme pour les produire. Voilà. Et ça a eu une très grosse utilité aussi,
chez les décideurs pour amener des gens, notamment des patrons bancaires, etc., pour prouver qu'on était crédible. Auprès de gens qui avant se disaient, bon, bah, ils sont un peu fous, ils ont peut-être raison, mais on ne va pas se battre pour ça. Et ça a amené des gens, un nouveau public, ça a amené d'autres politiques aussi, même si on ne les a pas vus officiellement, mais on a vu beaucoup de gens, moi j'en ai eu aussi dans mes connaissances en études et à la CIPA, des gens qui venaient, qui nous disaient, en fait vous avez raison. Et notamment au moment de la consultation, on a réussi à retourner en quelque sorte des gens qui faisaient même pour certains campagne pour le oui, et qui en pleine campagne se sont arrêtés et n'ont plus jamais rien fait. Ils ne sont pas forcément venus parce qu'ils ne pouvaient pas s'exposer, notamment politiquement, là-dessus, mais c'est des gens qui ont, grâce à nos cahiers et grâce à l'argumentaire, qu'on leur a amené un peu plus, ont compris qu'on n'était pas fous, tout simplement. Et ça a amené aussi la médiation, ça a amené la crédibilité aussi dans une autre opinion publique qu'on n'avait pas à ce moment-là. Oui, il y a le cahier, on parlait du cahier finance, qui est vraiment un cahier qui est... bon, on est dans une société libérale, voire néolibérale, européenne, hein, et ce qui compte, c'est l'argent. Et dans le cahier finance, on montre bien que le gagnant de l'opération, ce sont les banques. C'est 300 millions d'euros, je crois, hein, sur toute la durée de la concession. Voilà, donc des choses comme ça, on est tout travail, mais peut-être Jean-Marie pourra en parler en détail. Non, mais le cahier finance, oui, on a fait ça avec Jean-Marie Cariclès, qui n'est pas ici ce soir. On a décortiqué totalement le modèle financier qu'avait établi Vinci sur le fonctionnement de l'aéroport pendant toute la durée de la concession. Et ligne à ligne, on a décortiqué comment évoluait chaque rubrique de recettes et chaque rubrique de dépenses. Et là, on a vu que ça ne tenait pas la route du tout. C'est un aéroport qui, ici, à Nantes-Atlantique, est extrêmement rentable. Et là-bas, c'était des pertes, si on corrigeait les choses comme il fallait, il y avait peut-être 20 ans de pertes avant de commencer à gagner un peu d'argent. Sauf à tripler ou quadrupler le prix des places de parking. Oui, même en ayant augmenté les places de parking. Non, mais surtout, ils allaient tripler les taxes d'aéroport, etc. Donc les compagnies aériennes et les passagers auraient été les grands perdants de la chose. Tout ça pour faire du béton, ça ne nous semblait pas d'une intelligence folle. Donc bon, bah, ça sort assez bien dans le dossier finance. Et voilà, il y a eu un message qui est passé. Ça n'est pas celui sur lequel on a eu le plus d'écho. Hein. Ben, y compris à la mission de médiation. La mission de médiation, ce sujet, ils n'ont pas voulu l'aborder. Oui. On parle de la mission de médiation, parce que le temps tourne. Allons-y. Donc mission de médiation, tu peux démarrer, Geneviève, tu as quelque chose à rappeler? J'aurais voulu parler juste avant du CGEDD qui nous a mis... C'était l'ancêtre un peu de la médiation. C'était avant la médiation, oui. C'était en 2016. Alors, et le CGEDD, ça ne parle pas. Hein. Oui, Conseil général de l'environnement et du développement durable. Voilà, une mission demandée par Ségolène Royal à quelques inspecteurs, et dans laquelle ça nous avait déjà vraiment beaucoup fait travailler avec un aide obscur, dont on ne dira pas le nom. Dont on ne dira pas le nom, mais qui connaissait les façons de travailler dans la haute fonction publique. Et donc, il nous obligeait à réduire au maximum tout ce qu'on disait. Donc, on a réussi à tenir nos discours faire des fiches sur 13 fiches. C'était un travail de fou aussi. Oui. Mais ça n'était pas en direct, hein, c'était par écrit uniquement. Juste par écrit, voilà. Mais on avait déjà beaucoup de travail. Et le CGEDD a quand même un peu ébranlé Notre-Dame-des-Landes. Un peu. Parce qu'ils avaient contesté le modèle à 2 pistes. Oui, ils sont passés à une piste. Voilà, ils sont passés à une piste. Et là, les gens se sont dit, tiens, c'est bizarre, c'est pas la merveille. Ça a d'ailleurs été un peu porté par Ségolène Royal, dont je rappelle que, alors qu'elle disait justement, peut-être qu'il faut revoir Notre-Dame-des-Landes, à ce moment-là, Manuel Valls lui coupe l'herbe sous le pied et décide d'une consultation publique, dont je rappelle qu'il ne faut pas dire référendum, hein. Je le redis tout le temps, à chaque fois. C'était une consultation pour avis, et pas un référendum. Sur un périmètre assez limité en plus. Tout à fait, le seul périmètre où il pouvait gagner. Je vais juste raconter un truc qui est arrivé fin 2014, donc quand nous avons pu avoir accès au plan de Notre-Dame-des-Landes, de l'aéroport, il est apparu que le permis ne serait jamais obtenu sans avoir eu une enquête publique, puisque le volet environnemental n'était pas obtenu. Il avait été doté, donc on savait que ça datait du 13 juin 2013, donc c'est en 2014 qu'on a trouvé ça. Donc le permis de construire,
il y avait besoin d'une enquête publique, et là il y a eu encore un combat. Et d'autre part aussi, ce qui était rassurant, mais bon, c'est un peu difficile dans la lutte d'en parler, mais le président, directeur général de Vinci a très bien dit fin 2014 que Notre-Dame-des-Landes, c'était plus un objectif principal pour lui, puisqu'ils avaient réussi, alors eux, quand ils avaient conçu la concession, quand ils avaient pris la concession, ils avaient conçu le projet Notre-Dame-des-Landes comme étant une vitrine mondiale sur leur capacité à réaliser un aéroport. Ça avait traîné, il y avait des expositions, et entre-temps, ils avaient investi dans le monde entier, et ils construisaient des aéroports dans le monde, donc ils n'avaient plus besoin de cette vitrine. Donc eux, ils n'étaient plus derrière... C'était un caillou dans leurs chaussures, c'était clairement un boulet Ça à traîner pour eux. Voilà, ça on savait en 2014. Jean-Marie, qui était actionnaire de Vinci, on peut le dire maintenant, Ah oui, m'a envoyé à l'AG de Vinci au Louvre libéral. en 2015-2016. Voilà. Et donc j'étais allé à cet AG de Vinci en essayant de poser une question, mais c'était quasiment impossible de réussir à obtenir la parole. Mais donc toute l'AG se passe où il montre les qualités de Vinci autoroute, etc. Et vient les questions, donc aucun mot sur l'aéroport évidemment dans la présentation. Vient les questions, et là, 5 questions sur l'aéroport. À l'époque, c'était le sujet, et bien, enfin bon, après, ils essayaient de noyer un peu les choses. Alors, une petite information quand même sur Vinci. Quand on fait un gros projet, comme tout le monde sait, il y a l'avant-projet simplifié, dit APS, puis après, il y a l'avant-projet détaillé. Sauf que pour Notre-Dame-des-Landes, il n'y a jamais eu autre chose que l'avant-projet simplifié. Donc ça veut dire que Vinci n'y a jamais cru. Oui, voilà. Il n'y a jamais cru. Même si ça n'avait pas été arrêté, il ne pouvait pas le faire. Parce que l'avant-projet détaillé, ça se fait pas en 5 minutes. Concrètement, il y a eu l'opération César en 2012. Enfin, Non, et donc à partir de ce moment-là, oui, mais... Non, mais vous attendez, on ne va pas y arriver. Parce que là, vous partez dans tous les sens. Surtout on est sur l'atelier citoyen. Parce que sinon, on ne va pas y arriver. Donc il faut qu'on parle de la médiation. Alors, la médiation qui a commencé en juin 2017 pour s'arrêter en octobre 2017. C'était une durée limitée. Et on a eu un certain nombre de réunions thématiques sur les dossiers, les thèmes que les missionnaires, les médiateurs avaient retenus. Donc ce n'était pas tous nos thèmes, mais c'était des thèmes très importants comme le bruit, les trajectoires, la piste, le réaménagement. Et on a réussi à introduire aussi l'urbanisme. Voilà. D'autres sujets, on n'a pas réussi à introduire donc les finances, ni la qualité du sol à Notre-Dame-des-Landes, qui était un sujet qui est arrivé un peu tard dans nos expertises, mais qui était très puissant. Mais ça, ils n'ont pas du tout voulu écouter ça. Et pour la première fois, comme tu le disais Françoise, on a été vraiment écoutés. Et dans la plupart des réunions, on se retrouvait à 3, 4, voire 5 de l'atelier citoyen, bénévoles tous. Et en face de nous, 10, 11, 12 personnes de la DGAC qui étaient là pour toute une matinée, payées. Il y en avait seulement 2 ou 3 qui parlaient. Les autres n'étaient là que pour éventuellement rendre un renseignement, etc. Ça a été quand même assez difficile à vivre, parce qu'on sentait quand même une grande résistance en face des gens de la DGAC qui voulaient coûte que coûte maintenir leur position. Il y a eu une petite ouverture à un moment grâce à Hervé Thébault aussi dans le train où il avait fait tout le voyage au bar avec un monsieur de la DGAC de Nantes, où voilà, il y avait un peu de sympathisation qui était faite, mais sinon pendant les réunions, moi ce que j'en retiens c'est que c'était quand même difficile et que les médiateurs ne nous favorisaient pas tellement, plutôt le contraire. Non, ils gardaient un certain équilibre, mais quand même, ils nous écoutaient. Et moi, je préparais nos réunions, j'étais au bord de la mer avec mon ordinateur et je passais mon temps à échanger des mails avec le 4e homme, là, Constantin. Secrétaire. Lui, il m'a fait travailler, mais comme une bête. Hein. Oui, bien sûr. Hein, vraiment, il nous écoutait. Hein, c'était pas factice.
Je pense qu'il y avait quand même un certain équilibre dans l'écoute. Oui. Et d'ailleurs, en finale, leur rapport de synthèse, ils ne tranchaient pas. Hein, c'était assez équilibré. Hein, Et la toute première réunion avec la DGAC, justement, c'était sur la question de l'effectif, je crois, enfin du nombre de passagers. Oui, l'emport. Non, pas l'emport, le nombre de passagers, qui était autour de 4 millions ou 6 millions, je sais plus, à l'époque. Bref, il y avait le débat déjà sur enfin, c'est le premier sujet. Et, mais on avait pu voir, c'était à Paris, des gens de la DGAC, des jeunes en fait de la DGAC qui globalement ce projet, enfin, ils avaient compris que ça n'allait pas aller très très loin et nous donnaient presque raison. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. C'est-à-dire ceux qui faisaient les prévisions de trafic, ils n'étaient pas d'accord avec ceux qui portaient le projet. C'est-à-dire qu'ils faisaient des prévisions plus modestes que ceux qui envisageaient un avenir radieux avec 10 fois plus d'avions, etc. Bien sûr. On sentait déjà quand même une petite mais, érosion. Mais moi, je partage tout à fait ce que rappelle Geneviève, parce que ces réunions donc, qui ont eu lieu de juin jusqu'à octobre, qui nous ont quand même obligés à remonter en plein été, passer une journée à Paris, c'était extrêmement tendu, parce que on a eu face à nous quand même des gens qui, comme le préfet, mentaient éhontément. Je me souviens, tu pourras en reparler Thierry, quand vous avez parlé des pilotes des trajectoires à Nice pour éviter certaines zones, en face, ils vous ont dit, il n'y a pas de trajectoire différente à Nice. Et là, je me souviens qu'il y en a un qui a sorti son téléphone en disant, la voilà la trajectoire. Dire, si on n'avait pas eu des pilotes, et on avait aussi un contrôleur aérien qui était là, qui était venu de Brest, qu'on avait convaincu à une réunion publique à Brest. Il nous avait avoué qu'il était venu à la réunion publique, il était pour Notre-Dame-des-Landes, et à la fin de la réunion publique, il est venu nous voir en disant « je crois quand même que je vais regarder de plus près », et il est venu après à Paris avec nous, en tant que contrôleur aérien, ce qui pour nous était effectivement très important. Et moi, j'ai vraiment un mauvais souvenir de toutes ces réunions, parce que, de fait, la mission de médiation gardait une neutralité évidente, mais bon... on trouvait quand même que parfois, elle aurait dû dire à la DGAC, moi je le dis très honnêtement, je n'ai jamais vu des fonctionnaires d'État parler comme ils l'ont fait, notamment à la mission de médiation, une fois, en lui disant, mais en fait, vous ne devriez pas, quasiment, les fonctionnaires de la DGAC, disant à des gens qui avaient une mission, du président de la République en l'occurrence, directement, vous n'avez pas, en gros, à les écouter autant que ça, et vous êtes de parti pris. Ils leur ont dit. Moi, en tant que fonctionnaire d'État, j'étais sidérée. Donc, on a eu quand même des moments extrêmement tendus. Il y a eu deux commissions qui avaient été mises en place. Il y avait eu une première commission, il y a eu une seconde ensuite. La première, c'était... Est-ce que c'est la seconde qui était avec Jean-Marc Ayrault? Il y avait la commission du dialogue. Non, c'était très vieux, ça. C'était avant la commission du dialogue. Bien sûr. Avant 2013. C'était avant. Oui, ça, c'était après César. C'est ce qui a déclenché justement le rapport de 2013. Après César. Après César. Mais François, je reviens quand même. Oui. La mission a quand même été perturbée par certains trucs qu'on a mis en évidence. Tout à fait. Notamment la mauvaise foi de la DGAC quand il y a eu l'analyse de la piste. C'est pour ça que le dossier de piste était particulièrement intéressant, parce qu'ils ont dit qu'il faut quand même qu'on sache ce qui se passe. Ils ont fait l'auscultation avec des machines de la DGAC, des procédures de la DGAC, et qui disaient clairement que la piste était en bon état. Et les autres ont continué à dire oui, mais c'est parce qu'il n'a pas plu depuis je ne sais pas combien de temps, etc. C'est n'importe quoi. Et ça a beaucoup énervé le responsable de la médiation. Et il nous l'a dit après, et que voilà, il n'avait pas supporté ça. Dans l'interview, il l'a dit en interview. Oui, bien sûr. Simplement, quand nous on vivait ça, parce que Geneviève et moi on les a toutes faites, je crois bien. Il n'y en a pas eu une qu'on n'a pas faite. Les naturalistes peut-être. Comment? Les naturalistes ont eu... Ah oui, les naturalistes, ça s'est très mal passé d'ailleurs. Les naturalistes, il paraît que ça a été la pire, mais là on n'était pas là. Donc nous on n'était pas là. Mais toutes nos réunions ateliers citoyens, très honnêtement, ça a quand même été une bataille intellectuelle. Alors c'était la première fois qu'on était effectivement confrontés, qu'on pouvait dire non, on n'est pas d'accord, etc. Mais le mensonge et la mauvaise foi répétés en permanence, c'est insupportable, quoi. C'est la charge de travail que nous demandaient tous ces mensonges pour arriver à les contrer. On a travaillé comme des fous. Oui, comme des bêtes. Et alors, moi j'ai encore le souvenir de la météo. Ah oui, non, il faut le raconter. Raconte, ah oui, la météo. Le travail sur la météo, c'était fou. Oui.
Ouais. Parce qu'à une des réunions, donc, on apprend que pour la DGAC, l'actuel équilibre entre le Nord-Loire, les atterrissages Nord-Loire ou les atterrissages Sud-Loire, bon, l'équilibre dans lequel on vit à peu près, enfin qui est déjà déséquilibré, mais voilà, allait être complètement inversé, parce que quand même leur idée c'était, il faut faire peur aux Nantais, il faut leur dire qu'ils vont avoir de plus en plus d'avions au-dessus de la tête, donc voilà. Et alors on voit arriver un jeune homme de la DGAC, extraordinaire, avec son parapluie, je me souviens, le parapluie était bien le bienvenu, et qui nous explique, il nous met un graphe avec les vents, là, la rose des vents, et il nous explique exactement comme les ingénieurs des années 60, quand ils avaient déterminé l'emplacement de Notre-Dame-des-Landes, pour des raisons qui seraient trop compliquées de vous expliquer, en fait, avec la météo qui va venir, on inverse le sens d'atterrissage et de... Voilà, on est complètement sidéré, on repart désespéré, et on se dit, eh ben, on va étudier les vents. Hein, donc, et là, qui a fait quoi, mais c'était là, l'enfer. je suis tombé sur un dossier météo extrêmement bien fait, parce qu'il y a un service de météo à l'aéroport, qui a fait un dossier extrêmement bien fait, où on voyait orientation du vent par orientation du vent, force du vent par force du vent, les pourcentages au centième de pourcent près de chaque truc. Et j'ai pu faire le calcul, justement. Voilà, on est revenu. On a dit, bah, vous nous dites 65 dans un sens, 35 dans l'autre. Nous, on vous dit, bah non, c'est 30 et c'est 70. Et c'était indiscutable, quoi. Il suffisait de faire une addition pour voir que leur truc était complètement faux. Ouais. Enfin bon, ça nous a occupés. Ouais. Le jeune homme avec son parapluie et sa rose des vents, je le vois encore. Ouais. Bon, Mais qu'on a le eu pire, d'autre c'est que sur la météo, ils n'ont pas renoncé. Non, Encore ils aujourd'hui, continuent. ils continuent à nous dire il y aura beaucoup plus d'avions à survoler Nantes. Hein. Ils sont toujours dans le même raisonnement. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme anecdote? Est-ce qu'il y a encore des anecdotes? Ou sinon, on va dire un peu maintenant ce qu'on fait à l'atelier quand maintenant. Mais... Alors attends, si peut-être un mot sur le... Tout à l'heure, tu disais le rapport. Moi, vraiment, je souhaite dire que cette mission de médiation, elle a permis le déblocage du dossier. C'est pourquoi l'atelier citoyen a une grande part, peut prendre vraiment sa part dans la victoire, largement, parce qu'en réalité, le rapport a permis au gouvernement d'avoir un choix. C'est-à-dire que ça n'était plus Notre-Dame-des-Landes et il faudra se bagarrer contre ceux qui occupent le terrain, envoyer l'armée pendant des années, faire un chantier, etc. C'est, vous pouvez faire Notre-Dame-des-Landes, voilà, mais ça veut dire derrière pas mal de choses, mais vous pouvez aussi rester à Nantes-Atlantique. C'est-à-dire que le maintien à Nantes-Atlantique est devenu crédible aux yeux du gouvernement. Et donc dans le choix qu'a fait, alors là moi je me mets à la place du gouvernement, franchement, si on leur avait dit, bah, de toute façon, on ne peut pas rester à Nantes, eh ben, il fallait qu'ils envoient l'armée et que... Voilà. Mais quand on leur dit, on peut rester à Nantes, et c'est la mission de médiation qui le dit, c'est plus nous les farfelus, elle le dit clairement, on peut rester. Voilà. À ce moment-là, le choix est quand même plus facile d'abandonner l'espèce de truc épouvantable qui a pourri la vie de tout le monde pendant des années. N'empêche quand même que quand ils ont sorti leurs conclusions, on n'emmenait pas large. Oui. Parce que ça tranchait pas. Ça disait, vous pouvez rester à Notre-Atlantique, il faut faire ci, ça, ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Vous pouvez aller à Notre-Dame-des-Landes, il faut envoyer l'armée. Oui, mais attends, c'était la première fois qu'il était écrit mais, qu'on pouvait voilà. rester à Nantes-Atlantique. Mais ça n'avait pas tranché. Ben, c'est normal, Donc on n'emmenait c'était pas une large. mission de Et donc médiation. le 17 janvier 2018, quand il y a eu la décision, c'était presque une surprise. Il y a quand même un signe. Il y a quand même un signe. Il y a quand même un signe, c'est que dans tous les aéroports low cost, parce que Nantes-Atlantique est un aéroport low cost, hein, comme Beauvais, et dans tous les aéroports low cost, il y avait les banques finançaient les parkings privés chez les particuliers. Et ça n'existait pas à Nantes-Atlantique, hein, parce qu'il y allait avoir la création de Notre-Dame-des-Landes. Et en fin 2016, début 2017, des particuliers pouvaient décrocher des prêts bancaires auprès de leur banque pour financer donc, des parkings chez eux. Ça, c'était un petit signe avant-coureur quand même, de la détente. Dans les anecdotes aussi, je ne sais pas si tu te souviens, on s'est fait un bon ami à Notre-Dame-des-Landes une année, parce que chaque année on allait à Notre-Dame-des-Landes, il y avait le fameux festival Notre-Dame-des-Landes début juillet,
Et on présentait nos travaux, Oui. on avait des grandes réunions pour présenter nos travaux. Une année, on a même eu un stand avec les affiches, l'aéroport, oui à la Nantes Atlantique, Oui, etc. Oui à l'aéroport. Oui à l'aéroport. Oui. Et les zadistes, leur slogan, c'était quand même non à l'aéroport et son monde. Et c'est très important. Oui, que oui. c'était, voilà, et son monde. Et on a eu quelqu'un qui était arrivé de Paris, qui n'était pas du tout un zadiste, qui est arrivé, qui nous est rentré dedans, qui l'avait rentré dans Françoise. Oui. Et Françoise s'est énervée, pourtant Françoise ne s'énerve pas trop souvent. Mais là, Oui, ce jour-là, j'avais mal pris. et après, c'était bon, quelqu'un d'odieux qui nous a dit mais non, vous faites n'importe quoi, globalement il faut être contre l'avion, alors qu'on a appris après que sa femme était brésilienne et que lui allait régulièrement au Brésil en avion. Et bon, bref. Et je l'ai revu après à Paris, enfin, c'était... Et ils voulaient démonter le stand. C'était- Ah il voulait oui, démonter le stand, oui, c'était hyper violent. Hyper violent. C'était un peu la seule fois. Mais c'est vrai que... Oui, c'est une anecdote, tout à fait. Mais c'est vrai aussi, puisque tu as raison de parler de ça, parce que moi j'ai revu Michel Badré, donc un des membres de la mission, à un colloque à Cerisy où on devait justement parler de... c'était très intéressant, le sujet, c'était comment est-ce que une problématique environnementale peut-elle être pensée en gros par des scientifiques? Est-ce que la science permet, etc. Alors bon, moi, là pour le coup, tu vois, j'ai bien déroulé sur le factuel, etc. Et j'ai dit à ce moment-là, publiquement, et Michel Badré en est resté sidéré, que nous avions des idées différentes sur le développement de l'aérien, les uns et les autres, que certains, à ma droite, à ma gauche là-bas, pensent que bon, l'avion c'est pas un problème, alors qu'on est certains à dire quand même, il faudrait que ça baisse. Mais on avait dit, on fait comme eux, c'est-à-dire qu'on se met dans leur logique et on montre que Nantes Atlantique peut absorber tous les millions de voyageurs qu'ils imaginent qu'il va y avoir. Et quand j'ai dit ça à Michel Badré, il m'a dit « Ah, mais je n'avais pas du tout compris ça. » Je dis « Vous voyez, on a bien caché notre jeu. » Parce qu'effectivement, la logique, c'était, on se met on prenait leurs chiffres, on disait « Non, mais on prend vos 10 millions de voyageurs. Simplement, on en met tellement dans les avions qu'il y a moins de vols au-dessus, il y a moins de bruit, etc. » Mais on ne voulait pas être dans « On va discuter de la décroissance du trafic aérien. » Parce que là, on était morts. On était morts. On n'était pas dans l'opposition. Enfin, globalement, on était des gens qui proposaient autre chose, une alternative qui Et de était toute façon, crédible. j'en parlais au tout début avant que vous soyez là, dans notre équipe, il y avait Jacques Banquier. Oui. Jacques Banquier, qui est quand même un ancien très grand patron d'Air France, qui avait créé une compagnie aérienne, donc on ne pouvait pas être des anti-avions à tout craint. Non, mais... J'étais pas tout seul, je veux dire. Mais non, mais je plaisante, Marie, je sais bien que Non, mais j'ai acheté un billet d'avion aujourd'hui, alors tu me fais culpabiliser. Non, mais c'était assez cocasse, ça, parce que c'est Non, vrai. mais ça, c'était une sacrée force Il y avait aussi. Non, il a fusionné Regional Airlines, Air Vendée, je sais pas quoi. C'est lui qui a écrit. Juste l'argument pourquoi on ne pouvait pas être anti-avion, parce que c'est très simple. Aussi, on a eu l'affaire avec le journal de la décroissance, un petit article. Ah oui. Et on a été la cible. Donc l'argument que je leur avais développé à l'époque, c'est que de toute façon, si on était anti-avion, on touchait 1-2% de la population française, donc ça concernait personne. En tout cas, ça faisait pas masse. Et la question n'était pas là. Oui, tout à fait. Alors pour terminer, moi je voudrais dire qu'on existe toujours, l'atelier citoyen, parce qu'on a une sorte d'accompagnement de l'aéroport existant pour dire qu'on peut essayer de vivre correctement auprès de cet aéroport. Donc on n'a pas fermé boutique comme d'autres associations, parce que justement nous on était pro Nantes Atlantique. Et c'est un peu le devoir de continuer cette tâche pour le bénéfice des riverains, essentiellement, qui nous fait durer, je ne sais pas encore combien de temps. On est membre permanent du CCE, oui. donc La commission consultative sur l'environnement. On est membre de la CCAR, on est membre, enfin bon, on participe à un certain nombre de groupes de travaux sur les évolutions de l'aéroport. Bon, ça se passe pas très bien parce que encore une fois la DGAC est extrêmement peu transparente. Peut-on dire que la DGAC a changé?
Hélas, non. Hélas, non. Hélas, Voilà, non, je elle pense est que ça toujours sera la restée. conclusion. On parlait tout à l'heure des sens de décollage, d'atterrissage, ils continuent à tenir les mêmes discours complètement aberrants. Même sur les trajectoires, tout ce qui est joué, tout ce qui est hygiène environnementale, où il n'y a pas d'amélioration, visiblement, il y a pas. Et on est obligé d'arriver avec des arguments. Mais même avec les arguments, ils n'écoutent pas nos arguments, ils sont Ce qui est très autistes, curieux, totalement c'est autistes. que les autres DGAC des autres régions de France innovent et font des trajectoires courbes qui impactent beaucoup moins de personnes, alors que la DGAC Ouest, ici, elle continue à dire ce n'est pas possible et va mettre en place des trajectoires qui vont impacter une bonne partie d'habitants de Nantes qui jusqu'à présent ne sont pas sous les avions et qui vont... Tout ça par des attitudes rigides, comme si ils ne voulaient pas changer de discours, comme s'ils ne voulaient pas accepter qu'ils aient eu tort à un moment. Mais c'est très surprenant et c'est difficile quand même à vivre. Ça fait 70 ans que l'aéroport de Nantes est obsolète. C'est ça. Je suis désolé. Bon, maintenant, c'est vrai, on peut prendre un malin plaisir à démontrer l'inverse. T'as pris ta retraite, il est toujours obsolète. Et il est toujours obsolète et ça ne empêche pas d'être de plus en plus énervé. C'est ça. Et On va le il y a- maintenir dans son Dans obsolescence. son il n'y a pas que la DGAC, c'est-à-dire qu'il y a des élus aussi qui restent. Ah bah oui. Ils sont pour l'instant redevenus minoritaires depuis Ouais, la fin de ouais. l'aéroport, mais il y a toujours des élus, dont le maire de Saint-Philibert-de-Grandlieu dont on parlait tout à l'heure, qui militent toujours pour un transfert de l'aéroport. Le maire de Saint-Aignan le dit moins parce qu'il sent bien que... Mais intérieurement, lui, son combat, c'est remettre sur la table le Ah oui, transfert. oui, il y en a quelques-uns. Et il a un point politique dans la métropole qui est très important. Et il y a aussi toute une architecture avec la région, la métropole aussi. On n'a pas parlé de tous les cahiers, mais moi personnellement j'étais sur le cahier en tout cas au départ des transports en commun, où on disait déjà en 2014-2015 qu'il fallait choisir, et assez vite si possible, là-dessus aussi, entre un tramway ou un train. On proposait les deux solutions. Nous-mêmes, on était, comme un peu la médiation, on était déjà en train de proposer un choix. On ne faisait pas le choix à la place des décideurs ou du choix démocratique. On est en 2023, ce choix il est toujours pas fait. On a fait un parking, on a agrandi un parking, on en a fait un autre un peu plus loin, mais on a toujours la navette aéroport qui est passée, qui va bientôt passer à 10 € en termes de tickets, et on n'a toujours rien pour y aller, et on a la métropole qui depuis 1 ou 2 ans commence à dire on pourrait faire un train qui s'arrête au bout là, au crochet, et faire un bus à haut niveau de service, où on va descendre du train, attendre le bus pendant 15 minutes pour faire moins de 500 ou 600 mètres pour arriver à l'aérogare. Donc c'est-à-dire que le travail de l'aide citoyen est toujours valable aujourd'hui. Là-dessus, par exemple, il est toujours valable parce qu'on avait déjà dit en 2015 qu'il fallait faire un choix structurant, et si c'était le train, il faut que le train soit en porte-à-porte, c'est-à-dire de la gare, et on peut le faire avec l'étoile de la Nantaise, ou le tramway, mais c'est deux choix différents, c'est deux investissements différents qui sont des investissements plus ou moins lourds, mais ces deux choix-là, le choix n'a pas été tranché. Et comme on est entre la métropole, etc., et la région, eh bien la région a dit d'accord si tu fais juste une halte là, et la métropole dit d'accord, je remets un bus, et on n'avance à rien. Et on n'avance à rien. Et on se retrouve avec des parkings relais, par exemple à Neustrie, on a fait un parking tout neuf, qui est vide. Qui est vide, alors qu'il suffirait de garer des gens là, et faire 2 stations. Il y a 1,5 km. Et ça, et tout est comme ça. Si on reprend les cahiers aujourd'hui, c'est peut-être une bonne piste pour les gens qui regardent cette vidéo, de relire les cahiers aussi, qui sont disponibles en ligne sur le site de l'Atelier Citoyen, le site national de l'Atelier Citoyen. Quand on relit les cahiers, tout est toujours bon à prendre, même s'il faut actualiser évidemment, tout est toujours bon à prendre. Pas grand-chose, oui, je pense qu'on a fait un super boulot, et je crois que tous les thèmes, rien n'a bougé. Je crois que le côté très positif de cette aventure, c'est effectivement ce travail remarquable. Moi, j'ai rarement vu un travail porté par des citoyens de cette qualité. C'est-à-dire tout ça gratuit. Hein. Si ça avait été fait par des bureaux d'études, bon, il y aurait quelques âneries et ça aurait coûté très très cher. 500 000 €. Ça, c'est vraiment le côté le plus positif de notre aventure. Le côté très sombre, je trouve, malgré la victoire finale, c'est qu'on sent que rien n'a changé dans les mentalités. Ni la direction générale de l'aviation civile, ni le monde politique d'une manière générale. Et ça, c'est un petit peu désespérant. Ceux qui maîtrisent la langue française avec perfection, ces gens-là, c'est des revanchards. Ah, c'est ça. Il y a
On sent qu'il y a un pourcentage truc de, il y a un peu de important revanchard, oui. de revanchards, C'est pas aussi merci, bien c'est pas des merci. GAC que... C'est revanchard avec Ouais, ils les sont gages. revanchards. Ouais. Ils n'ont pas accepté, ils veulent... On aurait imaginé que ce soit de l'inertie, mais c'est pas le cas. Non. Non, Ils c'est veulent, plus ils que veulent ça. qu'on rejoue la partie, ils veulent rejouer le match. Ok. Ils ne savent pas encore quand ils rejoueront, mais ils veulent Ah rejouer. Voilà. oui. Parce qu'ils savent bien qu'on ne peut pas rejouer maintenant, Voilà. que des situations aussi comme le Covid nous ont donné, ont prouvé qu'on avait Ah raison, oui, oui, ça, c'est mais vrai. ils attendent. Oui, ils attendent. Ils ne sont pas Tac. du tout résignés, ils sont pas du tout Dans résignés. le coin du bois. Ouh là là. Bon. Du bois de château. Est-ce qu'on a fait du bois de Château Bougon, ouais. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour de pas d'autres petites choses? J'ai C'est juste bon. envie de dire la même chose que toi, que nous remercions toutes les personnes qui ont participé à l'atelier citoyen, qui Ouais. participent Bah oui. encore Ouais. à l'atelier Ouais. citoyen. Bah, je pense que... Il y a une Et veille. sur le financement, il y avait eu un financement participatif, je me suis souvenu Oui. après, mais C'est vrai. sur Ulule, voilà, et merci. Oui, t'as raison, Voilà, oui, tous t'as ceux raison, qui il y avait eu ont ça. financé Tu aussi. vois, pourquoi on finit par oublier nous-mêmes des tas de choses. On n'avait pas obtenu 500 000 euros. Pas loin. Bon, eh ben merci beaucoup. Juste, moi je me Pardon. permettrais, je ne sais pas si vous pourrez le garder, j'ai rejoint l'atelier citoyen après, Ouais. en cours. Et ça va être anecdotique quand même. Moi j'ai une vie antérieure d'élu un petit peu décentré de Nantes, à Ancenis, qui a fait un aérodrome Oui. dans les années 80. Et déjà là, les tensions avec Nantes Atlantique étaient, on voyait bien, et c'est vrai qu'il y avait déjà une opposition, et j'y étais. Et derrière, j'étais impliqué au niveau national dans le suivi, dans l'évolution des aéroports, des petits aéroports, ce qui me permettait de bien comprendre le fonctionnement, et peut-être même un peu plus parce qu'on m'avait confié des responsabilités. Et en parallèle, puisque j'avais une autre vie qu'élu local, j'avais eu l'occasion de partager avec Jean-Marie un certain nombre de choses au niveau professionnel. Au niveau de Nantes Atlantique, au niveau de Notre-Dame, pardon, que je connaissais l'idée depuis 40 ans, je pouvais difficilement supporter les arguments qui étaient avancés pour aller à Notre-Dame-des-Landes, qui, pour moi, étaient irrecevables. Et je le dis encore aujourd'hui, et ça se confirme avec tout ce que je viens d'entendre, étaient irrecevables. Je ronchonnais dans mon fond intérieur jusqu'au jour où il y a eu une publication dans le journal d'une lettre ouverte de Jean-Marie Ravier qui interpellait son ancien camarade à l'école, François Hollande, et sur le sujet. Bingo, j'appelle doucement Jean-Marie, je lui dis, bah, ouais, mais c'est bien, moi je suis complètement d'accord. Et à partir de là, on a échangé. J'ai alimenté avec le si peu de chiffres que je pouvais récupérer avec mes moyens et qui permettaient de conforter la position de l'atelier citoyen, et avec un petit peu plus et de plus en plus de pertinence et de coins un petit peu plus ciblés pour bien montrer dans l'esprit de l'atelier citoyen que tout ce qu'il y avait en face, c'était pas recevable. C'était pas recevable. Et que pour cette raison-là, l'atelier citoyen porte bien son nom. On a participé et c'est ce qui a fait que je suis venu, j'ai participé et je continue donc à partager. Je veux bien en parler parce que Serge nous apporte des informations qui sont essentielles et qu'on a beaucoup de mal à trouver par ailleurs, sur l'évolution de l'emport, sur les flottes des avions, les arrivées des nouveaux modèles d'avions, et sur aussi le fameux QFU, ce qui travaille sur le Nord, etc. Où là, Serge me donne des statistiques quasiment tous les 3 mois sur les QFU. Donc là aussi, le rôle de Serge est essentiel sur la crédibilité de l'atelier citoyen depuis longtemps, parce que c'est des informations. Alors, effectivement, comme je le disais, donc j'ai pas eu de vie professionnelle, mais ma personnalité, entre guillemets, fait que je suis assez pointu, bref, j'aime bien faire les choses carré de chez carré. Et quand il y a quelque chose de faire, tant qu'à faire de faire, il faut le faire bien, il faut le faire correctement. Et c'est vrai, je répète encore une fois, que j'avais
et j'ai toujours accès à un certain nombre d'informations auprès d'autorités internationales qui permettent d'alimenter d'une manière officielle, avec des chiffres qui sont incontestables, bon, ce qui permet de comprendre l'évolution dans le sens large du terme, aussi bien des technologies qui démontrent que l'emport aujourd'hui va permettre d'améliorer grandement la situation. Bref, je suis content d'être avec vous et de participer donc à quelque chose qui a pu être remis à l'endroit en mettant en évidence qu'à Nantes Atlantique, comme on le disait, c'est quelque chose bon, bien qui, contrairement à ce qui a été avancé, est crédible et que, effectivement, le travail, comme disait Geneviève aussi, c'est de dire, d'aider les gens qui sont autour à pouvoir vivre avec l'aéroport, les aider, parce que ça aussi, ça fait partie d'un gros travail. Ça. Voilà, pardonnez-moi. Très bien. Parole de la fin. Eh bien, on va s'arrêter là. Merci. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci. Allez. Le clap de fin.